podcast Connexion Primordiale, série En balade avec Paul, épisode 12, je crois. Merci de m'accompagner sur mon chemin tous les jours, ça me motive. Le fait de vous savoir que vous êtes là, comment je le sais, en regardant les statistiques d'écoute. Et sur YouTube, je me rends compte que la plupart d'entre vous m'écoutez via YouTube, et puis les autres qui m'écoutent sur les plateformes de podcast, ou directement via notre site internet, reflex.org ou ou ressourcesprimordiales.fr. Donc merci, vous êtes des centaines à m'écouter chaque jour, ça fait très plaisir, passez le mot. Bon, évidemment, peut-être ça concerne plus les gens qui connaissent notre travail avec Ludivine ou l'intégration motrice primordiale, mais j'essaie que ce ne soit pas que le cas, ou en tout cas j'essaierai. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des resets de Tim Anderson, la méthode Original Strength, force originelle. C'est pas tellement de la méthode que je vais parler du contenu de la méthode, mais évidemment, le fait de parler du contenu, vu que la méthode se résume, entre guillemets, non, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a toute une philosophie, il y a toute une approche, il y a toute une vision, il y a tout un tas d'explications qui vont avec le travail de Tim Anderson, mais toute la formation de Tim Anderson, Original Strength, tient en 2 jours. Ça dure 2 jours, il n'y a qu'un seul niveau, c'est 2 jours, et puis c'est tout. Après, on peut passer une certification en répondant à des tas de questions. On a un manuel de cours assez fourni. On a, pendant le cours, des tas d'informations données par Tim Anderson et son comparse kinésithérapeute Dan Barrow. Et à tous les deux, ils nous donnent en 2 jours un nombre d'informations énorme. D'ailleurs, on les invite tous les ans maintenant. Je crois qu'ils reviennent de tête, c'est au mois de juin. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur Reflex avec un S à la fin, reflex.org. Si vous voulez vous inscrire à la prochaine session, il y a déjà des tas d'inscrits. Donc si vous voulez faire partie de la cohorte 2026, n'hésitez pas. Franchement, il y a même des gens qui ont refait le stage tellement ils ont aimé ça par rapport à la première fois. Ils veulent rester certifiés. Et donc, dans cette méthode Original Strength, je veux dire, la base est tellement géniale et tellement simple, c'est de dire, pour construire notre force, ça c'est moi qui le rajoute, mais même si Tim a basé son travail là-dessus, mais pour réintégrer nos réflexes, faisons ce que fait le bébé. Le bébé, c'est le plus grand athlète qui existe. Le bébé, il fait du renforcement musculaire, de la stabilité, de la mobilité. Il fait du cardio, de l'aérobie, travail aérobie, travail anaérobie. Il fait tout avec un programme génétiquement organisé. Et il fait tout. Alors quand je dis le bébé, c'est le bébé, l'enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, les tout petits enfants. Si évidemment il n'y a pas des écrans, ils vont bouger, sauter, courir, grimper. Et ils vont faire tout ça sans échauffement, ils vont faire tout ça sans étirement, comme d'ailleurs les peuples premiers, les chasseurs, cueilleurs, etc., comme les animaux. Donc les enfants, ils ont une capacité à bouger, à récupérer, qui est fantastique. Et donc un peu l'idée de Tim Anderson, c'est plutôt de m'écouter, puisque c'était son métier à la base, d'être coach préparateur physique, dire au lieu de m'écouter moi, commençons à regarder les bébés, comment ils font, quel programme ils mettent en place, comment ils combinent les mouvements. Et dans la petite enfance, on sait qu'ils mettent en place une programmation motrice qui permet de développer la force de chasseur-cueilleur qu'on est censé avoir et qui permet d'intégrer tous nos réflexes. Donc ils exercent ce que moi j'aime appeler des mouvements primordiaux. Ils font des mouvements primordiaux. Et c'est par l'utilisation de ces mouvements primordiaux que les réflexes archaïques vont pouvoir s'inhiber et que les réflexes de vie à dominance posturales vont pouvoir s'activer et rester actifs tout au long de notre vie si en particulier on pratique les mouvements qu'on est censé pratiquer. C'est-à-dire qu'évidemment, notre corps est construit d'une certaine manière par des millions d'années d'évolution et c'est un corps qui est fait pour justement sauter, courir, grimper, nager et pas pour rester assis toute la journée à regarder des écrans. C'est comme ça. Et que du coup, on a besoin dans nos vies d'une grande diversité de mouvements. Comme dirait Cathy Bowman, on a besoin de plusieurs vitamines. En nutrition, on a besoin de plusieurs vitamines en mouvement, en nutrition motrice kinesthésique. On a besoin de différents types de mouvements. On ne va pas marcher toujours sur du plat. À l'instant où je suis en train de vous parler, je suis pieds nus. Il ne fait pas très chaud, il doit faire 8 degrés, je crois. Je suis pieds nus, je marche dans un petit chemin où il y a des cailloux, des feuilles, des creux des bosses. Et donc mes pieds sont en train de recevoir, et puis évidemment toute ma posture, tout mon corps, différentes vitamines.
aussi en termes de chaud, de froid, de texture et, de forme et de stimulation tactile. Là, par exemple, je me retrouve maintenant sur un petit bout qui est un peu plus bétonné, puis ensuite il y aura tout un endroit où je vais marcher dans un champ où il y a de l'herbe, des feuilles, etc. Donc là, ce sont différentes vitamines à la fois sensorielles, mais aussi motrices par les différents mouvements. Je vais passer par des petits chemins, des petits creux, voilà, là, je vais longer un petit muret, je vais marcher dessus. Ou alors là, par exemple, il y a un trottoir. Ce que j'aime bien m'amuser, c'est de mettre les deux pieds, il est relativement étroit, en marchant en équilibre dessus sur une centaine de mètres, ou en mettant un pied en dessous du trottoir, un pied au-dessus. Je marche en claudiquant, comme si j'avais une jambe un peu plus courte que l'autre, donc pour stimuler le bassin, etc. Bref, ce que font tous les petits-enfants quand vous allez les chercher à l'école, les petits-enfants en maternelle, et normalement en primaire, ils ne veulent pas rentrer à la maison par le chemin le plus court, ils veulent faire des détours, ils veulent regarder à droite, ils veulent regarder à gauche, ils veulent explorer, ils veulent sauter, ils veulent grimper au mobilier urbain, parce que c'est tout ce qu'il y a. S'il y avait des arbres et des forêts, ou des bords de mer et des cailloux et des rochers, ils iraient sauter dans les rochers, ils iraient jouer avec les cailloux, ils iraient dans le bord de mer, ils iraient dans le sable. Si vous, voilà, tout ce qu'il y a, c'est du mobilier urbain, ils vont faire avec ce qu'ils ont. Ce sont des petits singes, et ces petits singes ont besoin de stimulation. Donc ça, c'est absolument majeur. Donc bref, l'idée de Tim Anderson, c'est de dire que le bébé est programmé pour un certain nombre par des millions d'années d'évolution pour un certain type de mouvement. Dans nos mondes modernes, on ne peut pas accéder à ce type de mouvement aisément, donc remettons-les en place dans la salle de gym, dans le cabinet du kiné, puisqu'il co-enseigne avec un kiné qui utilise en principe. Alors quand je dis un kiné, c'est un directeur de clinique kiné, qui est kiné lui-même, qui a pratiqué toute sa vie pendant 40 ans la kinésithérapie, et qui a ouvert un centre qui est devenu très populaire aux États-Unis, où il a, tenez-vous bien, 40, il a toujours, puisqu'il est toujours, il vient juste d'arrêter de prendre sa retraite, mais il dirige toujours son centre de kiné, où ils sont 40 professionnels, dont plus de 30 kinés, qui travaille là. Il a dirigé cette équipe, formé cette équipe, etc. Donc quand je dis qu'il utilise OS et il voit les résultats, c'est-à-dire dans son centre comportant une quarantaine de kinés, il y a tout un travail gigantissime qui est fait sur des milliers et des milliers de patients qu'ils ont dans ce méga centre de kinésithérapie. Et donc, voilà l'idée de base, dans le cabinet du kiné, dans la salle de gym, dans la salle de classe. Évidemment, moi, je vais rajouter dans mes séances d'IMP ou dans mes formations, de pouvoir donner ces mouvements de base, ces vitamines. Voilà. Si on ne mange pas, et aujourd'hui c'est quasiment impossible, de la nourriture équilibrée, avec suffisamment de vitamines, de minéraux, etc., alors il devient indispensable de prendre des suppléments d'oméga 3, des suppléments de vitamines, des suppléments de minéraux, que sais-je, tous les trucs qu'on peut prendre. Alors évidemment, c'est une science très compliquée, et très controversée, mais bon, vous m'avez compris. Donc puisque dans mon monde moteur, je n'ai pas suffisamment de stimulation, il va falloir en rajouter. Alors ça ne se substitue pas au sport et ce qu'on pourrait appeler l'exercice. On a besoin de faire de l'exercice. On a besoin de faire du sport, on a besoin de faire du renforcement musculaire, on a besoin de faire du yoga, des assouplissements, du tai chi, du yoga, on a besoin de courir, de sauter, de grimper, de nager, peut-être même de faire du vélo, que sais-je, on a de danser surtout. On a besoin de tout ça. On a besoin d'exercices forts et vigoureux. Ça, c'est absolument certain. Là, je suis en train de marcher dans les champs maintenant. Alors, les petites feuilles sont presque glacées, pleines de rosée matinale. Donc, c'est très froid de marcher dans l'air comme ça. J'ai dû remonter le bas de mon pantalon parce que sinon, il va être mouillé. Donc, je suis à mi-mollet en train de marcher dans un champ, à perte de vue d'ailleurs. Je ne vois que ça. Avec un beau soleil. Alors là, je suis à l'ombre parce que je suis encore près des maisons, mais je cherche à m'en éloigner pour prendre un peu de soleil matinal, ce qui est majeur pour dire à mon cerveau que c'est le matin. Il faut inhiber la mélatonine pour qu'elle ressorte ce soir et que je puisse bien dormir. Donc là, il a besoin d'au moins une vingtaine de minutes de soleil vif comme ça pour pouvoir... Parce que évidemment, comme on est censé être dehors, partir le matin, passer une grande partie de la journée dehors, notre cerveau, c'est comme ça qu'il sait que voilà, je dois arrêter de sécréter de la mélatonine et il va reporter ça ce soir quand la lumière va baisser. Donc il faut que je lui envoie ces signaux.
Donc l'idée de Tim Anderson, c'est de dire le plus grand coach, le plus grand maître en mouvement, c'est le bébé. Il a une programmation de millions d'années d'évolution et il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut. Dans son ADN, il y a le programme de comment faire pour m'adapter au monde, alors pas moderne évidemment, au monde préhistorique, au monde de la nature. Donc en refaisant ces mouvements-là, on peut développer une force insoupçonnée et comme dit Tim Anderson sans arrêt, une force réflexe. C'est une force réflexe qui est à la fois de la force, à la fois, il insiste beaucoup, de la stabilité, de la mobilité. Il dit, parce que dans beaucoup de programmes d'entraînement, on va soi-disant travailler la force, séparer de la souplesse, séparer de la stabilité, qu'on appelle parfois le gainage, séparé de la mobilité. Donc on a des exercices de mobilité, des exercices de stabilité, des exercices de muscu. Mais le bébé fait tout ça à la fois, par des mêmes mouvements. C'est ça qui est extraordinaire. Vous n'avez pas vu un bébé faire la planche pour faire du gainage, vous ne voyez pas un bébé qui fait tout d'un coup des mobilités ou des assouplissements ou je ne sais pas quoi, il fait tout à la fois, par des mouvements très spécifiques. Alors, Tim Anderson, pour créer ça, il s'est basé sur pas mal de trucs, enfin sur deux choses, pas mal de trucs, c'est deux lectures qu'il a trouvées la même semaine, qui lui sont tombées dessus, il dit. Et ces deux lectures sont d'une part un ouvrage de Paul Denison qui présente le brain gym et les mouvements de brain gym et l'importance du mouvement. Et puis, alors, pour être tout à fait exact, c'est pas tout à fait vrai. Il est tombé sur l'ouvrage d'une des professeurs de la méthode de brain gym de Denison, que j'ai bien connu, Carla Hannaford, qui avait un bouquin qui expliquait la physiologie du brain gym, parce qu'elle était neurophysiologiste, elle enseignait la physiologie à l'université, puis elle travaillait aussi en parallèle avec des personnes en situation de handicap, et en particulier aussi avec des gens dans le spectre autistique, et elle a commencé à utiliser le brain gym avec ces publics-là, et puis elle s'est dit, mais c'est incroyable que ces petits mouvements de Paul Hegel Denison aient autant d'efficacité, et comment ça fonctionne. Et en tant que professeur à l'université de neurophysiologie, elle a dit, bah, moi je veux des explications. Donc elle a cherché à comprendre comment les petits mouvements croisés, les 8 couchés, les points pour les yeux, les machins, tous les 26 mouvements de base, mais il y en a beaucoup plus, hein. Il y a 111 mouvements en brain gym, mais les plus connus sont les 26 mouvements de base. Mais comment ces 26 mouvements de base et d'autres fonctionnent, comment ça marche. Elle a écrit un livre, alors évidemment c'est un livre qu'elle a écrit dans les années 80 ou peut-être début des années 90, je ne me rappelle plus très bien, sans doute les années 90, plutôt début des années 90. Et bon, évidemment aujourd'hui ce livre n'est plus publié, et n'a plus beaucoup d'intérêt, puisque vous imaginez bien que la science, la neurophysiologie des années 90 et celle des années 2020 n'a quasiment plus rien à voir. C'est plus valable ce livre. Ce qui fait que certains personnes mal intentionnées disent ouais, le brain gym c'est n'importe quoi, regardez les explications, c'est n'importe quoi. Bah, tu prends n'importe quel bouquin de neurologie que moi j'étudiais d'ailleurs à l'époque dans les années 90 ou quoi, bah, aujourd'hui tu dis ah, n'importe quoi, la médecine c'est n'importe quoi, regardez ce qu'ils écrivaient dans les années 90, regardez ce qu'ils écrivaient dans les années 50, regardez ce qu'ils écrivaient il y a un siècle. Et quand on parle de neurologie et de mouvement et de physiologie et de tout ça, bah, regardez ce qui a été publié il y a 5 ans, il y a 10 ans, même en psychologie, c'est n'importe quoi. Donc c'est ridicule, ce serait de dire ah, regardez les livres de psychologie il y a 50 ans, c'est n'importe quoi. Bah oui, on regarde la science d'aujourd'hui. Enfin bref. Donc, il est tombé sur ce livre à l'époque qui lui a beaucoup frappé parce que ça expliquait comment les mouvements du corps, comment les mouvements de coordination croisée, comment les mouvements des yeux avaient un impact sur la neurologie et affectaient les compétences cognitives. C'est ça le truc. Bouger, c'est penser. Je bouge, donc je suis. Et on apprend par corps. Et elle expliquait dans ce livre un peu comment ça fonctionnait. Encore une fois, beaucoup de choses sont toujours valables dans ce bouquin. Ce ne sont plus aujourd'hui. Je crois que ça avait été traduit en français sous le titre La gymnastique des neurones, quelque chose comme ça. Mais bon, vous ne le trouverez pas, il est épuisé. Je pense que ça n'a pas un énorme intérêt aujourd'hui. Mais il y avait des choses évidemment très intéressantes qui sont valables et puis des choses qui aujourd'hui s'avèrent pas valables et aux yeux d'aujourd'hui erronées. Bref, il est tombé sur ce bouquin, donc, qui illustre les travaux de Paul Denison en disant à quel point les simples mouvements ont autant d'efficacité au niveau cognitif, au niveau des 3 dimensions du corps. C'est quelque chose qui a intéressé beaucoup Paul Denison, de dire qu'on est dans un univers à 4 dimensions, 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. C'est la physique d'Einstein. On peut se déplacer dans les 3 dimensions de l'espace, mais on peut avancer dans le temps que dans une seule direction. Et donc, chez Paul Denison, l'importance de travailler dans les 3 dimensions, la droite-gauche, la latéralité, le haut-bas, le centrage, et l'avant-arrière, ce qu'il appelle la focalisation.
Et chacune de ces dimensions a un impact spécifique au niveau cognitif, un impact spécifique au niveau émotionnel dans ses travaux, et évidemment au niveau corporel. Et donc l'idée, c'est, de toute façon, l'idée de génie, c'est de dire, il faut travailler les 3 dimensions. Il faut avoir des mouvements qui vont impacter ma droite-gauche, des mouvements qui vont impacter mon haut-bas et mon avant-arrière. Donc ça, déjà, ce sont des idées qui ont vraiment intéressé Tim Anderson. Cette idée de, quand on pense au sport, puisque c'était son métier, on pense à tel muscle, tel muscle, tel muscle, le haut du corps, le bas du corps, les abdos, les fessiers. Et là, l'idée de travailler dans les 3 dimensions de l'espace, évidemment, parce que c'était le grand truc de Denison, en utilisant des mouvements qui vont équilibrer l'enfant, en particulier des mouvements de latéralisation, des mouvements de centrage, des mouvements de focalisation. Voilà. Donc, c'est la première chose qui a beaucoup titillé Tim. Et simultanément, il tombe sur le bouquin de Sally Godard, vous connaissez sous le titre Le Grand Livre des Réflexes, et sur les réflexes archaïques, il dit quoi? Mais tout ce qui nous impacte au niveau cognitif, émotionnel, etc., se base sur les réflexes archaïques et sur les réflexes de vie, et il faut brancher ces réflexes, inhiber ces réflexes archaïques et brancher ces réflexes de vie. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Comment ça fonctionne? Pourquoi je ne sais pas ça? Moi, spécialiste du mouvement, du sport, préparateur physique, qui fait du travail fonctionnel, je ne connais pas cette histoire de réflexe. Et dans le livre de Sally Godard, elle parle des 4 piliers de la motricité. Alors, j'ai fait une conférence récemment sur YouTube, vous pouvez la retrouver facilement, qui s'appelle les 4 piliers de la motricité, où j'explique bien ces 4 piliers de la motricité avec des diapos et tout, selon Sally Godard. Donc, le premier, c'est le contrôle de la tête, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que Tim Anderson dit, ces 4 piliers de la motricité du bébé, est-ce que je les stimule au quotidien? Non. Est-ce que j'ai l'importance que Sally Godard apporte dans ses livres au système vestibulaire, et comment le système vestibulaire donne des informations au corps, au cerveau, etc., qui permet d'organiser le mouvement? Il dit, moi, en tant que sportif et des gens que j'entraîne, est-ce que ce système vestibulaire, n'importe quel kiné aurait pu lui dire, mais ça c'est pas utilisé de la manière dont Sally Godard va le suggérer par des mouvements du bébé. Et donc, il voit bien que dans les travaux de Sally Godard, on propose des petits mouvements pour inhiber les réflexes. Et donc, il se dit, moi, je veux faire ça, mais non pas pour les enfants, mais pour les adultes, pour tout le monde, et d'une manière un peu athlétique, on va dire. Alors, quand je dis athlétique, c'est dans le sens de travail sur le corps et la force de base du corps, et non pas dans un but cognitif ou scolaire ou quoi que ce soit. Donc il s'est emparé, si je puis dire, de toute sa formation initiale, évidemment, en formation du mouvement, physiologie du sport, entraînement fonctionnel, etc., plus les idées de Paul Denison via les explications neurophysiologiques de Karl Hanaford, qui est d'ailleurs toujours vivante, et qui, après sa retraite, et qui enseigne maintenant la cohérence cardiaque. Donc c'est vous dire comme tout est lié. Et c'est une des premières aux États-Unis qui a commencé à faire sérieusement des cours sur la cohérence cardiaque, etc. Enfin, une des pionnières, une pionnière dans le domaine de la cohérence cardiaque. En tant que neurophysiologue, c'est intéressant de savoir ça. Et ensuite, professeur de neurophysiologie. Et de combiner ça avec les travaux de Peter Blight, Sally Godard sur les réflexes archaïques, etc. Et ça a donné, comme certains savent le faire, il a créé une synthèse extrêmement simple, et ça c'est génial, qu'il a appelé force originelle, Original Strength, et on abrège OS, Original Strength, et OS, c'est ça le truc qui est drôle, c'est le système d'exploitation. Dans les ordinateurs, on dit qu'ils ont un OS, un Operating System, un système d'exploitation, et lui il dit que le mouvement, les mouvements primordiaux, les réflexes archaïques, etc., forgent le système d'exploitation, donc le programme de base de l'être humain. Après, je peux faire tourner des tas d'autres programmes secondaires, c'est-à-dire, vous avez, prenons un téléphone Google, vous utilisez un téléphone Android, vous avez Android qui est le système d'exploitation de ces téléphones, et autour, vous pouvez installer des applications pour téléphoner, pour envoyer des SMS, pour chatter, pour toutes les applications, pour la banque, etc., etc. Mais il dit, si vous n'avez pas le système d'exploitation à la base, vous pouvez installer aucune application. Donc il vous faut Android, il vous faut Apple OS, iOS pour les gens qui utilisent
des Apple, des produits Apple, etc., etc. Il vous faut un système d'exploitation, Windows pour les ordinateurs PC, etc. Si vous n'avez pas de système d'exploitation, il n'y a rien qui va. Or, le système d'exploitation humain qui nous donne notre force de base, notre force originelle, c'est le mouvement, c'est l'intégration des réflexes. Et pour ça, il y a il a mis au point 5 catégories. Je vous en parle, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à partir du moment où j'ai commencé à intégrer ça en IMP, on est les seuls à l'avoir fait. Dans le monde des réflexes, on est les seuls. Le travail de Tim Anderson, à la base, c'est un travail pour le sportif, c'est un travail pour être en bonne santé. J'avais trouvé sur Internet, il commençait à en parler en 2014, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Euh, il avait écrit un premier, c'était avant qu'il appelait ça Force originelle, il avait écrit un premier document qui s'appelait Soyez à l'épreuve des balles. Hein. C'est une expression américaine, to be bulletproof, à l'épreuve des balles. Voilà. Et il avait écrit un article là-dessus, il présentait ses premiers resets, ses premiers travaux, et j'ai trouvé ça évidemment génial, et on est les seuls à l'avoir intégré dans nos formations. D'abord en travaillant, si je puis dire, en distanciel, par les écrits de Tim Anderson et surtout par les vidéos qu'il faisait sur sa chaîne YouTube. Et puis ensuite, on l'a invité. Voilà, on l'invite régulièrement, on s'est formé auprès de lui, on s'est certifié avec Ludivine dans son approche. On ne l'enseigne pas nous-mêmes parce qu'on préfère le faire venir. Mais voilà, on travaille avec Tim, on suit ce qu'il fait. Bref, c'est pareil, un Tim, il y a toute une équipe, il a une vingtaine dans son centre où il enseigne. Hein. En fait, il dirige un centre où ils sont une vingtaine de professeurs, ou une douzaine, je ne sais plus, peut-être que j'exagère un peu, entre 12 et 20 en tout cas, profs de sport, etc. Il y en a quelques-uns qui font des vidéos de temps en temps sur les réseaux sociaux liés à Original Strength, etc. Il y en a de plus en plus parce que maintenant, évidemment, il y a des profs formés dans le monde entier, mais dans son centre, voilà, ils sont une douzaine ou une vingtaine, je ne sais plus. Donc il y a 5 catégories, 5, alors lui il appelle ça, j'aime bien le mot, c'est pressing reset. Hein, si on reprend l'idée du système d'exploitation, c'est appuyer sur la touche reset. Quand vous avez un problème avec l'ordinateur ou avec le téléphone, un des premiers trucs qui dit l'informaticien, c'est redémarrez-le, faites les mises à jour, redémarrez-le. Faites les mises à jour, redémarrez-le. Pressing reset, appuyez sur la touche reset. Quand un truc dysfonctionne complètement, on appuie sur la touche reset. Voilà. Il dit la touche reset de l'être humain, c'est les mouvements de base du bébé. Dans un mode de vie, on va dire tribal, primordial, primitif, comme vous voulez, ces mouvements sont utilisés au quotidien. Dans notre mode de vie à l'occidental, ils ne le sont plus, très très peu, et souvent de la mauvaise manière. Et du coup, on n'appuie jamais sur la touche reset, et on se retrouve chez le kiné, chez l'ostéo, chez le thérapeute, parce que ça fait mal partout le corps, ça se coince de partout. Le diaphragme, la respiration, les cervicales, les lombaires, le dos, bref, les genoux, les genoux, les coudes, les poignets, ça fait mal. On a des difficultés et on doit aller voir ses thérapeutes. Alors que l'idée de Tim, c'est il faut repasser par la motricité naturelle. Lui dit, la nature nous a forgés par des mouvements spécifiques pendant des millions d'années. Ne pas faire ces mouvements, ça a un prix. Et continuer à faire ces mouvements pour lequel, en quelque sorte, on est conçu, que nos corps ont été forgés par ces mouvements-là, continuer à les faire, c'est se faire du bien et se renforcer, éviter les problèmes futurs. Donc parlons maintenant, passons en revue ces 5 resets. Je sais que vous les connaissez, mais peut-être qu'on peut dire certaines choses dessus. Alors, je vais dire les 5 parce que c'est les 5 l'ordre dans lequel le bébé met en place ça, plus ou moins. Mais ça pourrait se discuter, mais ce n'est pas du tout un ordre véritable. Nous, on peut pratiquer les resets dans l'ordre qu'on veut. On s'en fout. Par exemple, là, je suis en train de pratiquer le reset numéro 5, la marche, le mouvement croisé. Derrière là, je suis en train de marcher sur un chemin plein de cailloux, donc je vais plus lentement et je regarde bien mes pieds parce que les cailloux, surtout une fois qu'on a les pieds à 5 degrés d'avoir marché dans l'herbe à 5 ou 7 ou 6 degrés, alors les pieds sont très sensibles et un peu douloureux, ils n'ont pas envie de marcher sur des cailloux, enfin si je suis en train de le faire, mais j'y vais lentement, et dans des petits creux et bosses qui sont moins plaisants. C'est juste un bête chemin, mais caillouteux. Et donc il n'y a pas d'ordre pour les pratiquer, on aime bien les présenter dans cet ordre-là, c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait Tim aussi dans ses formations, et c'est un peu comme ça, c'est un peu dans cet ordre-là que le bébé le fait, c'est-à-dire dans l'ordre des piliers de la motricité présenté par Sally Godard et les travaux de Peter Blight en Angleterre. Et donc
C'est dans cette heure-là que je vais les présenter. C'est en général, moi, évidemment, vous savez, le cerveau, il aime bien la routine. Je me lève le matin, comme ce matin. J'ai pas forcément envie de faire ma gym ni faire ma promenade, mais c'est pas grave, j'ai un rituel. Vous savez, on veut souvent faire les choses quand l'envie nous vient, mais vous demandez à n'importe quel sportif. Enfin, moi, j'ai interrogé, j'ai vu des interviews de sportifs et j'ai lu des tas de livres sur la motivation, le coaching et tout. J'ai vu des sportifs très costauds et tout. Bah, ils n'ont pas envie. Hein. Ils n'ont pas envie. Et le matin, ils n'ont pas envie. Alors, des fois, il y a du plaisir à faire les choses. Et puis, voilà, ça nous prend parfois, hein, tout le monde. Mais des fois, on n'a pas envie. On est inscrit au club, on doit y aller, on fait la gym. Mais c'est parce que c'est ritualisé. Comme c'est ritualisé, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Et surtout, je ne dois pas y réfléchir. Je sais ce que je fais. C'est pour ça que moi, des fois, je me dis, il faudrait que je fasse autre chose le matin. Mais tant que je n'ai pas créé un nouveau rituel, une nouvelle routine, je fais l'ancienne dans le même ordre, les mêmes mouvements. Je commence, je me mets sur mon tapis, je me traîne, je me sors de mon lit, je vais sur le tapis du salon, et puis je commence à faire les bercements au niveau des jambes, des pieds. On appelle ça l'essuie-glace, et puis après, je fais ceci, puis je fais cela, dans un ordre toujours le même, et j'y réfléchis pas. Puis au bout de, je dirais, une petite dizaine de minutes, le corps est un peu réveillé, l'esprit est réveillé un peu plus aussi, et là, je commence à... Donc, une fois que j'ai fait quelques petits mouvements de base, je fais mes 5 resets, je fais quelques petits automassages, puis ensuite je fais mes resets, les 5, dans l'ordre dans lequel je vais vous les donner. Voilà, comme ça, j'ai pas à y penser, c'est une routine. On fait la respiration, on fait les hochements de tête, on fait les retournements, on fait les balancements, et puis ensuite on fait les mouvements croisés. Voilà, encore et encore. On pourrait faire dans un autre ordre, ça n'a aucune espèce d'importance, mais moi c'est ma routine. On peut mettre une routine différente. Tous les gens qui ont fait du bridge gym connaissent que la routine qu'on fait, que j'ai fait des milliers et des milliers de fois dans ma vie, c'est le cap. On boit de l'eau, on fait les poids du cerveau, les mouvements croisés et les contacts croisés. Encore et encore des milliers de fois. Puis j'ai continué à le faire régulièrement et dans les cours. Et puis ce matin, par exemple, je fais des petits bouts de le cap. Ça a été ma routine pendant 25 ans de ma vie. Là, en ce moment, c'est ma routine OS. Voilà. Mais on se traîne sur le tapis, on fait la routine. Et puis après, des petits mouvements, une fois qu'on est réveillé, corps et esprit, on se met à faire d'autres petits mouvements. Certains jours, je fais un peu plus de renforcement musculaire ou ceci, cela. Et après, je vous rejoins dans la promenade. Ça, c'est ma routine septembre 2025. Hein. Voilà, c'est une nouvelle routine septembre 2025. Ça changera au fur et à mesure des années. Premier reset, c'est la respiration. J'ai pas mal parlé de respiration dans le podcast, mais l'idée de Tim Anderson m'intéresse énormément. C'est que tout le monde est d'accord pour dire que les gens respirent mal. Les profs de yoga disent ça. Les gens ne savent pas respirer. Kinés disent ça. Les gens sont bloqués au niveau de la respiration du diaphragme. Les ostéopathes disent ça. Profs de gym, les coachs sportifs, préparateurs physiques disent ça. Les psys disent les gens bloquent la respiration. Je pratique, et une des choses qui m'a le plus aidé, c'est le Systema. Je me rappelle pendant peut-être les 2 premières années de pratique plusieurs fois par semaine de Systema, mon prof dire respire, respire, respiration bloquée, retiens pas ton souffle. Et encore aujourd'hui, après 5, j'ai commencé en 2019, je pense, donc après 6 ans de pratique de Systema, régulièrement, surtout quand je fais le travail au sol ou des roulades ou des choses un peu plus qui, moi, me semblent un peu plus complexes, je retiens le souffle, je retiens le souffle. Donc, je suis plus raide, donc je risque de me faire mal, donc je m'épuise plus facilement, etc. Donc, encore le souffle qui bloque et qui est associé au stress, à la peur. Donc, tout le monde est d'accord sur ce constat. J'ai lu, évidemment, très jeune, des tas de livres sur le sujet, et en particulier les livres bien sûr, de Bernadette de Gasquet, qui en parle beaucoup, mais qui m'avait plus touché au départ, c'est le livre de Blandine Calais-Germain, un bouquin sur le diaphragme, la respiration, etc. Fameuse kinésithérapeute. Blandine Calais-Germain, c'est la kinésithérapeute qui a écrit beaucoup de livres. Un de ses livres les plus populaires, c'est Anatomie pour le mouvement. Tous les gens qui font du yoga, ou qui apprennent des trucs, la kinésiologie et tout, leur recommande ce livre Anatomie pour le mouvement. C'est pas mon livre favori sur le sujet, mais j'ai adoré son travail de ses autres livres. Il y a des livres elle a écrit des livres que je pense référence. Elle avait écrit un livre sur les abdos, elle parle de la respiration, bref. Et aussi donc Bernadette de Gasquet, qui elle est à la base prof de yoga et ensuite est devenue médecin à 37 ans pour avoir les explications et pouvoir être légitime à parler de ses recherches et de tout ce qu'elle faisait, etc. Donc des femmes extraordinaires. Elles ont beaucoup parlé de la respiration et d'autres aussi avec ce même constat que voilà. Elles sont toutes les deux profs de yoga à la base. Il faut beaucoup de yoga. En yoga, on sait l'importance de ça. Mais Tim Anderson diffère sur la plupart des gens sur ceci. Tout le monde dit
regardez les bébés, ils respirent bien, ils ont la respiration diaphragmatique, ceci, cela. Alors, oui, c'est vrai, hein, je suis entièrement d'accord. J'ai envie de faire une petite aparté personnelle. C'est toujours délicat de comparer nous aux bébés, entre autres parce qu'ils n'ont pas la même physiologie que nous. Par exemple, les bébés, ils n'ont pas les courbures vertébrales, comme nous encore, parce qu'ils n'ont pas été assujettis, j'allais dire, à la gravité. Donc, ils n'ont pas encore les courbures vertébrales. Ils n'ont pas la voûte plantaire encore. Il y a tout un truc dans leur physiologie qui est différent. Donc, de comparer directement au bébé, moi, je ne suis pas un physiologiste, je ne suis pas un expert de tout ça. Donc, mais ce n'est pas toujours évident parce que je suppose que le diaphragme du bébé, les poumons du bébé, sa colonne vertébrale n'est pas pareil. Donc, forcément, il ne peut pas avoir la même respiration que plus tard. Néanmoins, ce que dit Tim Anderson, c'est que le bébé respire bien, non pas parce qu'il a suivi des cours de respiration, mais il respire bien parce que, un mot qui me plaît beaucoup, il respire de manière réflexe. Il utilise beaucoup ce mot, Tim Anderson, le mot réflexe, de dire qu'on doit développer une force réflexe, une mobilité réflexe, une stabilité réflexe. Il emploie beaucoup ce mot, pas dans le même sens que nous, enfin si, dans le même sens que nous, mais pas pour parler de réflexe archaïque, mais pour dire que la vraie force, elle est réflexe, elle est automatique. Et que la respiration, c'est censé être un processus physiologique, naturel et automatique. Certes que je peux contrôler, mais je contrôle peut-être 1 minute par jour. Ou là, en ce moment, je fais des exercices de respiration plusieurs fois par semaine, donc c'est 20 minutes à chaque fois. Mais voilà, en dehors de ces 20 minutes où je fais la respiration consciente avec des exercices précis, le reste de mes 24 heures, donc 23 heures, 23h40, ma respiration est automatique. Donc, ça doit être réflexe, ça doit être adapté au mouvement que je fais. On a parlé de variabilité de la fréquence cardiaque, hein, VFC, HRV en anglais, heart rate, HRV, pardon, heart rate variabilité, donc variabilité. Bonjour le cheval blanc, il est dans son enclos, hein, c'est pour ça que je l'approche, je vais tendre la main pour voir si je peux lui faire un petit... Il me sent la main, oh non mais il veut me croquer. Ouais, j'ai peur des chevaux, mais comme là, il est derrière son box, il y a juste dans son pré, sa tête qui dépasse, ça va. Donc il y a cette variabilité de la fréquence cardiaque. Les poumons, c'est pareil, c'est-à-dire le cœur s'adapte en permanence à ce qu'on fait. Le cœur ne bat pas de manière régulière et c'est tant mieux. Plus quelqu'un a un cœur qui bat de manière régulière, plus il est en danger au niveau de sa santé cardiaque, parce que le cœur ne doit pas être régulier. Le cœur doit s'adapter en permanence à ce qu'on fait, en termes d'émotion, en termes de gestes et en termes de respiration. Et pareil pour la respiration. La respiration s'adapte à ce qu'on fait. Elle est réflexe. Je cours, je saute, je grimpe. Tout de suite, mes poumons, mon oxygénation, ma ventilation doit s'adapter à tout ça. C'est absolument majeur. Donc, c'est un mot-clé, hein, l'adaptabilité, la variabilité. C'est valable aussi à partir avec les émotions. La colère, c'est pas un problème. La tristesse, c'est pas un problème. La peur, c'est pas un problème. Quand c'est adapté. Le problème, c'est quand je reste bloqué dans la colère, je suis colérique. Quand je reste bloqué dans la peur, je suis peureux. Quand je reste bloqué dans etc., etc. Donc les émotions ne sont jamais un problème. Les émotions ne sont un problème que quand j'y reste bloqué, quand il n'y a pas de variabilité émotionnelle et que je ne suis pas capable de m'adapter à mon environnement et que je reste bloqué dans une émotion. C'est normal d'être triste quand on perd quelque chose ou quand quelqu'un décède, c'est tout à fait normal. En revanche, quand je reste dans un deuil pendant trop longtemps que j'arrive pas à, entre guillemets, tourner la page, c'est valable pour, quand on quitte un emploi, c'est valable pour des tas de pertes. Et on a plein de pertes dans la vie. Donc le deuil est normal, la tristesse est normale, mais y rester bloqué, c'est là où on commence à souffrir. Voilà. Donc l'idée ici, c'est... je ne vais pas faire les 5 resets aujourd'hui, en fin de compte, hein, parce que ça fait déjà un certain temps, et puis je me rends compte que j'ai à peine abordé, après 40 minutes, la respiration. Tant mieux, ou tant pis. Ça nous donnera d'autres sujets de discussion. Donc l'idée initiale, enfin l'idée que moi je trouve géniale de Tim Anderson, c'est la respiration doit être automatique. Donc enseigner des techniques cognitives, encore une fois, j'ai déjà évoqué ça précédemment, top, bottom, du cerveau vers le corps, n'est pas la bonne approche, puisque on veut que ce soit automatique. Je parlais de ça pour la rééducation de la langue, etc. On peut suivre des cours qui nous enseignent, il faut mettre ta langue au palais, il faut faire comme ceci, il faut mettre tes lèvres en contact, et c'est très bien, mais ça ne suffit pas, il faut aussi que ça devienne réflexe. Donc il faut avoir aussi une approche corporelle.
par des massages, par des machins, comme nous on propose en IMP. Donc en IMP, on ne fait que cette approche-là, on ne fait pas la rééducation. Ça, c'est vraiment les prérogatives et la compétence, en particulier des orthophonistes. Donc ça va être important d'avoir une approche du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et l'idée au niveau de la respiration de Tim Anderson, c'est la respiration doit être réflexe, ça doit être naturel, ça doit pas demander de la pensée consciente. Et donc au lieu de faire des exercices comme ils sont proposés en yoga, comme ils sont proposés dans d'autres méthodes, son idée c'est comment retrouver une conscience dans un premier temps de la respiration et ensuite une capacité à adapter sa respiration. Et c'est par des mouvements tout simples, des mouvements de prise de conscience du diaphragme, de la respiration, en faisant des respirations en position courte, et puis ensuite en position, j'ai envie de dire semi-courte ou semi-allongée, puis ensuite en position allongée. Alors c'est quoi une position courte? C'est par exemple, alors là évidemment dans un podcast ça va être assez limité, podcast audio, mais c'est l'idée par exemple de se mettre sur le dos et d'attraper ses genoux avec ses mains, donc on est un peu en boule, on appelle ça un peu la tortue qui est sur le dos. On se met en position tortue sur le dos et évidemment, à ce moment-là, les cuisses, l'avant des cuisses vient se placer contre le ventre. Et donc, et puis évidemment, comme les bras viennent attraper les genoux, ben les bras en quelque sorte bloquent la partie thoracique légèrement. Et donc, on est dans une position courte, puisqu'on est ramassé sur soi-même, une quasi-position fétale. Et dans cette position, le fait de respirer, on va le ressentir plus. D'une part, le diaphragme est un petit peu plus bloqué pour bouger. Le ventre est bloqué pour s'expanser vers l'avant, pour s'étendre vers l'avant. Les côtes aussi par les bras. Et donc, dans cette position un peu comprimée, légèrement comprimée, eh bien, on va devoir, respirer plus fort. Donc, on va littéralement muscler, force originelle, on va muscler notre respiration, nos muscles respiratoires, et on va mieux la ressentir. Et c'est de ça dont on a besoin, mieux ressentir ce qui se passe quand on respire, et on va sentir ce qui se passe sur les côtés, dans le dos, dans le ventre, dans les côtes. On est plus conscient de la respiration, ça nous demande plus d'efforts pour respirer. On renforce la respiration qui va pouvoir, quand on libère ça, plus s'automatiser. Et c'est ça l'idée. Et ensuite, on va faire la même chose, on va lâcher le haut, on va étendre les bras au-dessus de la tête, ou on va lâcher les jambes le long. Voilà, allonger les jambes et refermer les bras. Enfin bref, on va avoir plusieurs variantes comme ça, avec étendu en haut, étendu en bas, pour étirer la partie plutôt diaphragmatique ou étirer plutôt la partie plutôt costale, et prendre conscience de ce qui se passe à chaque fois. Mais il n'y a pas d'exercice de respirer profondément, inspirer, bloquer, tenez, faites par ceci, faites comme cela, etc. Ça va être via la prise de conscience et des stimulations bien précises. Donc voilà l'idée pour rendre justement le tout réflexe. Alors il y a dans la méthode Original Strengths, OS, on va avoir à chaque fois, pour chaque reset, puisqu'il y a 5 resets, il va y avoir des dizaines de variantes. Et donc pour la respiration, il va y avoir des variantes sur le dos, comme je viens d'indiquer, sur le ventre, avec la fameuse respiration du crocodile. Il va y avoir des positions accroupies, très intéressantes pour ressentir la respiration. Et puis ensuite, évidemment, plus complexe, position debout. Plus complexe, c'est pourtant la plupart du temps dans cette position. Enfin non, je devrais dire, aujourd'hui, la plupart du temps, on le passe assis dans une chaise, fauteuil, voiture, etc. Mais vous avez compris l'idée. Donc voilà l'idée de base de Tim Anderson, c'est en fait repasser par des mouvements qui rapprochent de la respiration du bébé pour automatiser et rendre réflexe la respiration. C'est l'idée de base que moi j'ai trouvé géniale, parce que évidemment toute ma vie j'avais appris des techniques respiratoires, certes intéressantes, mais pas avec cette notion d'aller travailler véritablement la musculature respiratoire. Peut-être que je ne suis pas passé à côté de la bonne formation, hein, et pas d'une manière qui permet, comme le permet ce que propose Tim Anderson, d'automatiser la respiration. Et puis c'est pas tout, hein, parce que évidemment après dans les autres resets, on va garder cette notion de respiration tout du long, en gardant la langue au palais et les lèvres en contact. Ça c'est quelque chose qu'il a retenu de l'importance que Paul Denison accorde à cette langue au palais, et que dans le livre de Carla Hannaford, elle explique clairement pourquoi c'est important d'avoir la langue au palais, qu'est-ce que ça fait au niveau neurologique, au niveau corporel, au niveau ceci, cela.
Et donc, il va insister sur garder cette langue au palais et les lèvres en contact pour favoriser la respiration nasale, pour tout un tas de choses passionnantes. Et ça, on va le garder dans tous les resets, dans les 4 autres resets. Et quand on va faire, ça va être génial, quand on va faire le 4e reset des balancements, balancement à 4 pattes avant-arrière, etc., là aussi, il y aura des dizaines de variantes. Quand on va faire ce reset-là, on va, en plus de la respiration, qui va être très différente, puisque à ce moment-là, le ventre, quand on est à 4 pattes, le ventre va vers le sol, donc il y a une stimulation au niveau diaphragmatique et des côtes qui est très différente, mais le bébé a beaucoup pratiqué ça. Ça va en plus, puisqu'on fait des balancements avant-arrière, c'est comme de faire un accroupissement horizontal au lieu d'être vertical. Et en plus, ça va travailler le périnée et on va resynchroniser le travail du diaphragme, diaphragmatique respiratoire connu, avec le diaphragme, entre guillemets diaphragme, du périnée. Et si en plus, j'aime bien cette idée-là qui est le diaphragme au niveau laryngé, qui est très importante, puisqu'on va garder les lèvres en contact, la langue au palais, il va être stimulé aussi simultanément. Et point majeur, je crois qu'on va le retrouver que en OS. Alors ça, c'est une notion qui me vient de Bernadette de Gasquet que j'ai évoquée, et elle dit qu'il y a un autre diaphragme quand on est debout, c'est-à-dire une coupole. Hein, on a la coupole du diaphragme, on a la coupole du périnée, on a des trucs au niveau, comme je l'ai dit, de la langue du palais, ça forme un diaphragme. La langue, le palais et le plancher, c'est pas le palais que je voulais dire, mais le plancher buccal, même si le palais fait une forme arrondie de coupole, etc. Mais je pensais au plancher buccal. Mais il y en a un autre, hein, quand on est debout, on le sent très bien, c'est la plante des pieds. Cette courbure de la plante des pieds. C'est une forme, elle dit, c'est une forme de diaphragme musculaire. Hein, c'est assez incroyable. Hein. C'est assez incroyable parce que ces formes de coupole, d'un point de vue anatomique, c'est assez complexe à comprendre comment ça marche. Encore aujourd'hui, elle qui pourtant a étudié en tant que médecin le diaphragme, il y avait des IRM et tout, c'est assez incroyable de comprendre comment les muscles qui forment le plancher pelvien arrivent à tenir dans cette forme de coupole. J'ai rejoint la route. Je vais laisser passer 2 voitures avant de m'éloigner de la route. C'est assez incroyable anatomiquement. Hein. C'est pas le diaphragme des poumons, il est comme ça. C'est toute une architecture complexe. Et alors, le périnée, c'est encore plus complexe. Encore aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, en analogie, nous avons, c'est elle qui le dit, Bernadette de Gasquet, j'adore, ces diaphragmes, en quelque sorte, de la voûte plantaire. C'est extraordinaire. Encore une fois, je rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, le bébé à la naissance, il n'a pas de courbure vertébrale en S comme nous, il est en C, et il n'a pas de voûte plantaire non plus. Il a les pieds plats. Donc la voûte plantaire va être stimulée par les mouvements qu'il fait, par les balancements, par le 4 pattes, par, évidemment, nous, ça a encore beaucoup d'importance, le réflexe de Babinski qui se coordonne avec le réflexe d'agrippement plantaire. Et donc cette voûte plantaire va se créer, qui permet l'élasticité, qui permet aux êtres humains d'être quand même les 3e plus grands coureurs de la planète, qui nous permet d'amortir et de courir sur des distances phénoménales. Hein. Là, il y avait une podologue qui donnait un cours en face de notre cours le week-end dernier chez Volodalen, hein, puisque maintenant on travaille avec Volodalen. Cette podologue, elle s'entraîne et elle fait régulièrement, elle fait des ultra-trails. Là, elle vient de courir un 160 km. Cool, 160 km. Alors bon, c'est court-marche, voilà, mais 160 km non-stop, ça veut dire jour, nuit, jour. Voilà, vous ne vous arrêtez pas, ni pour dormir, ni pour rien, de temps en temps. Et c'est ce qu'on appelle une course en autonomie, c'est-à-dire que vous devez avoir sur vous, je crois que c'est ça, alors j'ai pas tout écouté parce que j'étais avec d'autres gens quand elle expliquait ça, donc j'entendais d'une oreille inattentive, mais en autonomie, c'est-à-dire que vous devez apporter avec vous pour faire vos 160 km et donc vos 48 heures ou quoi de course-marche, l'alimentation et toute l'eau qu'il vous faut. Donc imaginez un petit peu plusieurs litres d'eau que vous portez, un peu de nourriture, et puis des trucs qu'il vous faut, je sais pas, des chaussures, des chaussettes de rechange, des pansements, des trucs, des machins, donc en autonomie. Ah, c'est extraordinaire ça, une petite bonne femme, désolé, la petite quarantaine, des enfants,
voilà, pas grande du tout. Les femmes sont très très fortes pour l'ultra trail. Les femmes sont des cueilleuses chasseuses exceptionnelles. Oui, en force musculaire, les femmes sont moins fortes que les hommes, mais que vous vous mettez dans des choses comme l'ultra trail, vous avez les femmes au même niveau que les hommes. Ça prouve bien que ça fait partie de notre physiologie. Les femmes, restez pas à la tribu ou que sais-je pendant que les hommes allaient faire des activités. Non, c'est tout le monde. On parle de, c'était des petites tribus à la préhistoire. Dans une petite tribu, tu ne peux pas te permettre que la moitié reste à la maison, soi-disant. Cette notion de les femmes restent à la maison et s'occupent des enfants, c'est une notion du 19e siècle, où on a fait croire que, enfin, je veux dire, on a fait croire, on a revu l'histoire en faisant croire qu'au Moyen-Âge, les femmes ne faisaient rien, à la préhistoire et tout, et dans l'Antiquité, alors que de tout temps, et on a retrouvé après ça, grâce à la Première Guerre, grâce ou à cause de la Première Guerre mondiale, où les femmes ont dû aller à l'usine puisque les hommes étaient à la guerre, et on a découvert que les femmes étaient très fortes. Et à partir de là, les choses ont changé pour les droits des femmes et tout. Mais ce n'est qu'au 19e siècle qu'il y a eu ça, alors qu'avant, les femmes ont toujours eu des rôles très importants dans la société, y compris au Moyen-Âge, développé une force phénoménale, des, voilà, et des grandes capacités à tous les niveaux. Aujourd'hui, encore, on n'a pas totalement digéré ça. On continue à avoir une société très normée, où même si les choses changent, c'est très difficile de faire évoluer les mentalités. Quand les femmes arrivent, désolé pour cet aparté, mais à la salle de gym, dans une salle de gym, ça va être des petites machines roses, avec des petits poids légers, et on va donner aux femmes, quand l'homme va arriver et prendre le gros haltère de 10 kilos, pour les femmes, on va les diriger vers les trucs de 100 grammes, ce qui est complètement faux et erroné. Les femmes portent les enfants, les femmes portent les paquets de courses. Que vous alliez en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, vous voyez les femmes qui portent des charges phénoménales sur des kilomètres et des kilomètres, qui vont chercher l'eau, etc., pendant que les hommes sont à la chasse ou font d'autres choses. Donc bref, aparté. Cette voûte plantaire est majeure, et quand on va faire les balancements, on va stimuler fortement la respiration pulmonaire, diaphragmatique, etc., qui va se synchroniser avec, on l'a vu plus haut, avec le travail qu'on fait en gardant les lèvres en contact et la langue au palais, et se synchroniser donc avec le diaphragme au niveau de la bouche, et se synchroniser avec le périnée qui va être fortement stimulé par ces balancements avant-arrière. Et il faut que je me dépêche parce que j'ai entraînement Systéma ce matin, c'est vrai. J'ai entraînement avec le prof de Systéma. Je parle et je vais oublier mon entraînement Systéma. Donc, il va falloir que je vous laisse et que j'y aille. Et ça va se synchroniser si on met les pieds donc avec le périnée, et si on met les pieds en flexion dorsale, donc les pieds redressés, les orteils en contact avec le sol dans ces balancements, ça va stimuler fortement la voûte plantaire, et ce que donc Bernadette de Casquet appelle le diaphragme plantaire. Donc c'est génial. Vous avez tous ces diaphragmes qui se synchronisent dans un seul mouvement. C'est pas le génie de Tim Anderson. Le génie de Tim Anderson, c'est de dire, oh, regardez, le bébé, il fait ça, ça doit avoir une importance. Et lui, de commencer à faire ça encore et encore chaque jour, parce que les bébés ne font pas ça 1 minute par jour. Hein. Ils font ça des minutes et des minutes, plus du 4 pattes, plus des retournements, plus de la respiration, plus des hochements de tête, plus tout un tas de choses. Donc, on parlera dans les autres podcasts finalement, parce qu'on est arrivé là. Donc, en faisant ce mouvement-là, on va renforcer encore la respiration. Donc, on peut dire que cette respiration, elle est associée à 2 resets, même si on respire dans tous les autres, mais elle va être fortement stimulée dans le premier reset dédié qui s'appelle la respiration, et fortement stimulée dans le reset que je dis numéro 4, mais il ne s'appelle pas numéro 4, dans le reset des balancements. Donc on va avoir cette stimulation dans différentes positions, couché sur le dos, couché sur le ventre, position 4 pattes et position accroupie. Donc là, on a un travail très fort au niveau musculaire respiratoire et au niveau de la prise de conscience, au niveau de la synchronisation des différents diaphragmes. Donc ça, c'est passionnant. Hein. Alors, Tim Anderson, il parle de ces diaphragmes. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, à part, il ne parle pas du diaphragme au niveau du pied. Ça, c'est Bernadette de Gasquet. Et puis, c'est un peu osé, mais c'est pour dire que c'est quand même une voûte, un dôme, et qui est stimulé malgré tout dans ce reset des balancements avant-arrière. Donc voilà, peut-être que dans les prochains jours, si demain, à moins que j'ai autre chose que j'ai envie de partager demain, mais on pourra parler des autres resets, les hochements de tête, les retournements et les mouvements croisés. Dites-moi si les sujets que j'aborde vous intéressent, dites-moi comment ça se passe. J'ai très peu de retours
malgré le nombre de centaines de gens qui m'écoutent. C'est toujours comme ça, c'est normal. Mais c'est vrai que si vous avez, j'ai eu quelques échanges avec des gens qui m'ont écrit des mails. J'ai pas de commentaires sur YouTube. Il ne faut pas hésiter à en mettre sur YouTube en dessous des podcasts. Bon, c'est pas fait pour être écouté sur. Enfin, c'est pas fait. Vous pouvez l'écouter sur YouTube. C'est pas fait pour dans le sens où ça m'embêterait de savoir que vous m'écoutez derrière un écran d'ordinateur ou de téléphone. Mais si c'est juste que vous le mettez sur le téléphone et que vous faites votre sport, votre promenade, ce que je vous encourage à faire, ou la cuisine en m'écoutant, là, ça va, ça va. Mais si vous êtes assis derrière votre ordinateur ou à regarder votre téléphone, là, j'arrête tout de suite et j'arrête de diffuser mes podcasts sur YouTube parce qu'il suffit que je fasse un clic et puis ils sont plus sur YouTube. C'est juste qu'on les partage sur YouTube, mais à la base, ils sont sur les plateformes de podcasts classiques. Donc voilà, mais n'hésitez pas, en tout cas, ceux qui écoutent sur YouTube, de mettre un commentaire sur YouTube, et pour les autres, de m'envoyer un mail, tout simplement. Vous pouvez écrire à imp@reflex.org, il y a un S à Reflex, ça c'est possible, sur qu'est-ce que vous en pensez de ces sujets, et surtout, plusieurs choses que je tiens à dire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, et je suis ouvert, et si vous avez envie de dire, il y a quelques personnes qui m'ont dit, tiens, parle de ci ou parle de ça, mais c'est des sujets que je ne maîtrise pas du tout, donc je ne suis pas légitime, donc je dis, bah non, désolé, mais ça m'a donné une idée. Si quelqu'un se sent légitime ou envie de partager aussi ses promenades ou ses idées, vous savez qu'à la base, le podcast, c'est ce qu'on fait et qu'on va continuer à faire, d'interviewer des gens. Là, c'est juste une série de podcasts qui s'appelle En balade avec Paul, mais le podcast Connexion Primordiale continue à exister avec les interviews qu'on va faire avec Ludivine, etc. On prépare plusieurs choses. Évidemment, ça ne peut pas être tous les jours, comme ma promenade, qui elle est quotidienne. Mais l'idée, c'est que du coup, je me suis dit, les personnes qui m'écrivent, je dis, pourquoi ces gens me posent des questions, mais pourquoi ne pas les interviewer elles? Alors évidemment, ce ne sera pas un podcast marché, mais sauf si vous voulez venir à Caen et marcher avec moi. On peut faire un podcast à 2 marchés, ça ne pose pas de problème. Mais en dehors de ça, ce qu'on demande, c'est le partage avec Ludivine, les échanges. Donc il n'y a pas besoin d'être professeur en neurophysiologie pour discuter et pour échanger sur ces sujets-là, puisque vous voyez bien que Ludivine et moi, nous sommes professeurs en rien du tout, à part en IMP, mais bon, c'est plus facile, c'est nous qui l'avons créé. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire des commentaires, des sujets, de ce qui vous intéresse, et de dire, non, là, Paul, je ne suis pas d'accord avec toi, ou je veux apporter un complément, parce que voilà, je sais que vous êtes des kinés, des psychomotes, des ostéopathes, des orthophonistes, des je sais pas quoi, des kinésiologues, et surtout, je suppose, des accompagnants en IMP à m'écouter, mais vous avez des bagages différents, et vous avez des expériences différentes, vous avez des vécus différents. Moi, je partage mon expérience personnelle, en fin de compte. Ah, je vois une dame avec des enfants derrière sa voiture. Elle tient le volant avec ses coudes en écrivant des textos, en tenant le volant avec ses coudes dans un gros virage. Il y en a qui jouent avec leur vie. Vous savez qu'un texto, c'est un énorme danger pourcentage de faire un accident et de mourir. Dans un gros virage, avec ses coudes, avec les enfants derrière, des petits-enfants en chaise, dans un... C'est... Voilà, elle ne le sait pas, mais c'est... On est fou, on est fou, on est fou. On est inconscient. Aïe, 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 aïe. Ah, ça m'a coupé. Dans un grand virage comme ça, vous avez entendu tous les bruits des voitures qu'il y avait. Il y avait un camion, il y avait 2 voitures dans un sens, l'autre dans l'autre, et elle est derrière tout ça. Aïe, 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 aïe. Pauvre de nous. Ce que je fais, moi, je termine, j'arrive à la maison, j'ai fini le sujet du jour, et ce que je fais, moi, en fait, d'ailleurs, voilà, publicité. Très bien, au moins que ce podcast serve à quelque chose. Publicité. Le livre de Tim Anderson en vente sur Ressources Primordiales, il s'appelle Réinitialisez-vous. Autre publicité, on vend une pochette géniale, qui est une pochette Faraday pour mettre nos téléphones. Moi, dès que je suis en voiture, je mets mon téléphone dans la pochette Faraday. Dès que je suis en cours, de toute façon, presque tout le temps, mon téléphone est dans cette pochette Faraday. Ça veut dire que rien peut entrer, rien peut sortir. Pochette Faraday, ça veut dire qu'il n'y a aucune onde qui peut rentrer ou sortir. C'est pas un truc magique, c'est un truc scientifique qu'il y a au Palais de la Découverte. Quand j'étais gamin, il y avait envoyé ça, une cage de Faraday. Donc, mon téléphone est dans... D'abord, c'est une jolie pochette qui protège le téléphone, physiquement, j'entends. Et ensuite, quand il est dedans, eh bien, aucune onde peut rentrer, aucune onde peut sortir, ni Wi-Fi, ni NFC, ni téléphonie, ni rien du tout.
Donc mon téléphone ne peut pas sonner. Et puis vu que quand je suis en voiture et quand je suis en réunion ou quand je suis en cours, il est dans cette pochette, bah, ça m'empêche de l'utiliser. Ça me donne le signal que, un, il ne peut pas sonner, personne ne peut envoyer des SMS ou quoi que ce soit, et moi non plus. Donc voilà, c'est une sorte de rituel. Je le mets dans ma pochette. Ça doit coûter 8 euros ou quoi sur notre site internet. On l'a fait faire exprès. Elle est sympa. Ça m'évite la tentation. L'idéal, ce que je fais en général, c'est que le téléphone est dans sa pochette, qui est dans un sac ou dans la boîte à gants. Donc aucune envie. Voilà, voilà. Je vous recommande la pochette Faraday, voilà. La nuit aussi, c'est encore mieux que le mode avion, puisque le téléphone est isolé physiquement dans une boîte, enfin dans une pochette de Faraday. On ne peut pas faire mieux comme protection psychologique, physique de notre téléphone. Et au niveau des ondes, si vous avez des craintes sur les ondes, bah, là, il n'y en a plus du tout, zéro. Donc voilà, tiens, j'en profite. Vous voulez me remercier pour le podcast, acheter la pochette Faraday. Alors attention, si vous avez des très très grands téléphones, ça ira pas, mais j'ai mis les dimensions de la pochette. C'est nous-mêmes, on l'a fait faire, pochette de Faraday. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était la pub, voilà. Ah non, je ferai une pub à chaque podcast. Voilà, petite pub. Achetez nos livres, achetez nos produits, allez voir Ressources Primordiales. Il y a des super trucs. Bon, plus sérieusement, vos commentaires me feraient plaisir pour me motiver. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Dans quelles conditions vous m'écoutez chez vous, au travail, en promenade, en faisant du sport, en faisant la cuisine? Voilà, ça me ferait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Peut-être qu'on parlera encore des resets. Je pense que dans une autre émission de podcast, on pourra terminer les autres resets, même si on a bien évoqué 2 types de resets aujourd'hui. On pourra continuer notre voyage des resets. Et à très bientôt. Merci.